Ralentir ou périr? Cette question vous interpelle? C'est le titre de l'adaptation de la thèse sur la décroissance de Timothée Paric, chercheur en économie écologique à l'université de Lund. Dans cette conversation, Timothée explique très clairement les déséquilibres et absurdités de l'économie actuelle. C'est le moment de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance, qu'est-ce que ça implique, vers quoi ça nous amène, est-ce qu'il faut y aller? On a parlé de transformation du modèle actuel, des choix à faire collectivement, de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas, non sans quelques touches d'humour. On a aussi évoqué la place de l'innovation, des inventeurs et des entrepreneurs absolument clés pour concevoir un modèle de société soutenable et désirable. Mais Timothée est aussi très clair sur le fait que nous n'avons pas le choix. Ralentir ou périr n'est peut-être finalement pas une question. C'est parti. Bonjour Timothée. Bonjour. Bienvenue au micro de ce podcast. Merci. Alors Timothée, donc tu es chercheur en économie écologique à l'université de Lund, en Suède. Tu es auteur de la thèse The Political Economy of Degrowth et de l'ouvrage Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance, une adaptation grand public de ta thèse. Pour commencer, on va planter les bases. Qu'est-ce que la décroissance ? J'ai l'impression, moi, qu'il y a autant de définitions que de personnes qui existent. Donc est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est ? Alors, la décroissance, c'est deux choses à la fois. C'est déjà une théorie critique. Donc, depuis que le terme existe, il est apparu en 2002. C'est une décroissance conviviale. Et à l'époque, Paul Ariès, il le décrivait comme un mot obus. Un mot missile aussi. Moi, j'aime bien appeler ça un mot douche froide. Donc, la décroissance, c'est une critique de la croissance et surtout de notre obsession vis-à-vis de la croissance. Donc c'est pour ça que ce mot fait peur en fait, parce qu'il est quelque part lié à une analogie un peu guerrière. Mais je ne sais pas si c'est vraiment la critique et pas forcément la guerre. La critique, c'est de se poser des questions sur des choses où on a arrêté de se poser des questions. Donc la croissance économique, ça fait depuis longtemps qu'on ne la questionne plus. C'est-à-dire qu'on prend l'hypothèse que la croissance, c'est bien. Alors que même la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que la croissance économique. Donc la décroissance, elle nous invite à nous poser une question, de se dire croissance de quoi, où, pour qui, comment. Toutes ces questions, donc raviver un esprit critique vis-à-vis d'un concept qu'on a eu tendance à dépolitiser, on dit à naturaliser. C'est-à-dire que c'est un concept où c'est devenu naturel. On l'associe à la nature humaine et donc on arrête d'en parler. Donc la décroissance, c'est d'abord une décroyance. Arrêter de penser justement que la croissance est quelque chose de naturel qui tombe du ciel. Et donc ça, c'est arrivé quelque part dans le débat public en 2002. C'est pas arrivé avant, parce qu'on est dans une situation de croissance depuis quand même plusieurs années. Et dans les années 70, il y avait ce qu'on appelait l'objection de croissance. L'objection de croissance, très bien représentée par le rapport Halte à la croissance des Meadows en 1972, c'est cette inquiétude environnementale vis-à-vis donc d'une croissance infinie de l'économie qui serait incompatible avec une dynamique finie des écosystèmes. Mais à l'époque, on ne parlait pas encore de décroissance. Ce qui est apparu en 2002, c'est le mot, mais bien sûr, le mot qui s'inspirait de toutes ces critiques, donc de tous ces objecteurs de croissance des années 70, 80 et 90. Mais la décroissance, c'est pas seulement une décroyance, c'est aussi une décrue. Alors, la décrue, on voit bien la rivière, c'est une rivière, elle se gorge d'eau, elle sort de son lit. Et donc là, la décroissance, c'est une réduction de la production et de la consommation dans des économies où l'économie est sortie de son lit. C'est-à-dire qu'où l'économie, on a surproduit et surconsommé. Et donc, on va devoir avoir ce processus de régime macroéconomique où pendant une petite période, on va produire et consommer moins pour alléger l'empreinte écologique. C'est l'un des premiers impératifs. Et on va organiser, planifier ce ralentissement économique pour qu'il puisse se faire de manière juste et conviviale. C'est pour ça que dans ma définition, qui est une définition un petit peu longue, mais je la cite ici comme ça vous l'avez en tête, réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifié démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Donc quand vous entendez décroissance, c'est une théorie critique qui vient mettre en question la croissance et qui nous amène à une réflexion sur une stratégie de transition qu'on n'a presque jamais discutée,
qui serait de « et si nous venions ralentir l'activité économique pour baisser l'empreinte écologique ?» Ok, tu disais tout à l'heure, l'économie est sortie de son lit. La question que j'ai, c'est, mais en fait, quelle est la taille du lit? À partir de quel moment on considère que l'économie est sortie? L'économie mesurée par le produit intérieur brut, c'est l'économie monétaire, et principalement l'économie des marchandises. Donc par exemple, si tu imagines ta journée, c'est les choses que tu vas acheter. Donc tu vas utiliser de l'électricité, tu vas payer quelque chose, tu vas t'acheter un café dehors, à chaque fois que tu payes quelque chose, ça c'est l'économie du PIB. Mais cette économie, elle est encastrée dans une économie beaucoup plus large, qui est une économie démonétarisée. Donc l'économie du don, de l'entraide, du bénévolat, une grande partie de la valeur des services publics qui n'est pas pris en compte ou mal pris en compte dans la comptabilité nationale, ça c'est une économie beaucoup plus large. C'est pour ça dans le livre je dis l'économie monétaire, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. Parce que de la même manière que l'économie du PIB elle est encastrée dans une économie démonétarisée beaucoup plus large, elle-même encastrée dans ce qu'on pourrait appeler une économie de la nature, avec des transferts d'énergie, de matériaux, des organismes qui travaillent aussi. Les abeilles viennent polliniser nos fleurs, c'est un travail sans lequel il ne serait pas possible d'avoir des sociétés humaines. Et donc, d'une certaine manière, quand on dit l'économie monétaire, capitaliste, marchandisée est sortie de son lit, c'est-à-dire qu'elle est venue coloniser à la fois l'économie démonétarisée, où là, d'un coup, on se retrouve sans temps pour faire fonctionner des systèmes, par exemple. C'est simple, si tu travailles 2 fois plus dans ton boulot, dans ton emploi payé, tu as moins de temps pour faire du bénévolat. Donc là, on voit la croissance de l'économie monétaire va se faire au détriment d'un assèchement des heures disponibles pour l'économie non monétaire. Et de la même manière, si on transforme un joli parc de menhirs ou une forêt en magasin, on va stimuler la croissance économique, on va créer plus de marchandises, mais on aura détruit un écosystème. Donc là, on voit bien que la décroissance, c'est de se dire si on a dépensé un petit peu trop de nature et si on a marchandisé un petit peu trop de relations sociales, il va falloir faire décroître, remettre un petit peu l'économie monétaire à sa place, qui ne va pas disparaître, mais être beaucoup plus petite vis-à-vis donc de son économie non monétarisée et vis-à-vis de l'économie de la nature. Ok, donc l'idée c'est de retrouver un certain équilibre en fait entre toutes ces masses, toutes ces grandes économies, c'est bien ça? Exactement. Alors il y a un sociologue allemand que j'adore, je vous encourage vraiment à lire, Hartmut Rosa, notamment ses 2 ouvrages Théorie de l'accélération sociale et Résonance. Et Hartmut Rosa, qui est très porté à argument des croissances, mais lui il utilise 2 mots. Il utilise plutôt accélération quand il parle de croissance et résonance quand il parle d'équilibre. Et c'est exactement ça aujourd'hui, on a des économies qui ont perdu toute résonance, on pourrait dire toute harmonie, toute proportion avec la logique du vivant. Le vivant, ça a des limites de vitesse. Une pêcherie, ça se reproduit à une certaine vitesse, le climat aussi a ses cycles, les sols ont des cycles, et aujourd'hui on veut toujours tout faire plus vite, donc on perd en proportion. En fait, l'économie humaine ne respecte pas les limitations de vitesse de la nature, et donc là, c'est un réajustement de se dire il va falloir faire décroître l'économie pour qu'elle puisse être en harmonie avec le vivant, c'est-à-dire fonctionner sans le détruire. Ok. Et là, si on plonge un peu dans l'économie monétaire, on a plusieurs acteurs, je pense par exemple aux entreprises. Qu'est-ce que ça voudrait dire, entreprise et décroissance? Déjà, si on part macroéconomiquement et on se dit oui, une partie des marchandises va disparaître, par exemple, si on prend la mobilité, l'un des défis de la transition écologique, c'est d'arrêter, de produire et d'utiliser une grande partie des voitures. Donc, aujourd'hui, c'est très difficile de faire ça parce qu'on a des entreprises privées à but lucratif qui définissent leur performance en fonction de leur chiffre d'affaires. Donc, chaque entreprise automobile cherche à vendre de plus en plus. C'est normal, c'est une entreprise à but lucratif. Alors que là, le défi de la transition écologique, c'est de produire moins et de faire rouler moins de voitures. Mais ça veut pas. C'est un défi qui est opposé, par exemple, si c'est des vélos électriques, là c'est le contraire. Vu qu'une partie de ces voitures qui ne seront plus produites, les services de mobilité vont être remplacés par des vélos électriques ou des vélos normaux. Donc là, on a besoin de produire beaucoup. On a besoin de produire beaucoup plus. Ce qui est certain, c'est qu'à la fin de cette transition, quand vous êtes économiste écologique, vous savez, moi je pèse une économie. Je la mets sur la balance. Je m'en fiche de ce qui se passe dans le secteur des vélos, des automobiles, faites ce que vous voulez. À la fin de l'année, je vous pèse. Si l'économie elle est plus lourde en termes d'énergie et de matériaux qu'au début, ça n'a pas marché.
vu qu'on est déjà dans une situation d'obésité biophysique, on sait le poids écologique total doit baisser. Donc bien sûr, on doit avoir des redirections écologiques, mais on doit avoir aussi des renoncements. Les voitures surdimensionnées, les SUV par exemple, doivent cesser d'exister, tout simplement. Ils ne seront remplacés par rien. Certains besoins peuvent être simplifiés, par exemple, on peut très bien avoir des régimes alimentaires non carnés avec une partie de la viande qui cessera d'être produite. Elle ne va pas être remplacée par une viande de synthèse ou quelque chose d'autre. Non, tout simplement, elle va cesser d'exister. Pareil, des gens qui avaient l'habitude peut-être de prendre l'avion pour partir en vacances le week-end vont partir en vacances plus près, ou se faire des trips en vélo, ou je sais pas quoi, ou prendre le train. Donc ces vols d'avion ne seront pas remplacés par quelqu'un d'autre qui va prendre l'avion à leur place. Ils cesseront simplement d'exister. Donc quand vous faites un petit peu l'agrégation de toutes ces choses, il va y avoir beaucoup de renoncements, va y avoir de la redirection, et bien sûr, va y avoir des activités nouvelles qui n'existaient pas avant qui vont naître. Mais le plus important, c'est qu'à la fin de cette transition, l'économie en termes de budget biophysique, elle soit plus légère. Je comprends le côté très rationnel. Et il y a le côté un peu émotionnel là qui m'interpelle. Je me dis, mais je comprends le renoncement, mais comment on fait pour rendre ça désirable ? Pour rendre ça désirable, déjà, il faut se poser la question de à quoi ça sert une économie ? L'économie, c'est un moyen. On n'a pas une économie pour se faire plaisir. Genre, on adore avoir des marchandises et des entreprises. Non, on fait ça parce que c'est une manière efficace de s'entraider collectivement pour pouvoir satisfaire des besoins plus facilement qu'on aurait pu le faire tout seul. Moi, j'aurais du mal, franchement, à produire une feuille de papier. Je ne sais même pas comment elles sont produites. Pourtant, je les utilise tous les jours. Mais le but, c'est pas de s'enrichir de plus en plus en produisant du papier. Non, le moyen, en fait, c'est de s'organiser pour produire du papier. Et la fin de l'économie, c'est besoin satisfait, je n'ai pas de papier, j'ai envie d'écrire. Ah, j'ai accès à une certaine quantité de papier qui est suffisante pour me permettre, justement, de satisfaire un besoin. Si on se rend compte que l'économie, c'est juste un processus de satisfaction d'un besoin insatisfait, déjà on se rend compte que on évacue un petit peu le caractère infini. Déjà, il faut arrêter de se concentrer sur les indicateurs monétaires et se dire que le but, c'est juste d'empiler le plus d'euros possible et regarder plutôt besoin insatisfait, satiété des besoins. Et quand on regarde ça, l'économie d'aujourd'hui n'est pas un paradis où tout le monde vit merveilleusement bien. Si encore c'était le cas, là, ça serait dur. Parce qu'il faudrait dire, ok les gars, c'est la fin de la fête, et oui, il va y avoir des sacrifices. Mais l'économie aujourd'hui est une économie extrêmement inégale, où la majorité des pressions sur l'environnement est la responsabilité d'une minorité possédante. Oui. Donc là, déjà, les sacrifices vont être proportionnels. Si vous avez une empreinte de 20-30 tonnes de carbone par an et vous devez passer à moins de 2, et là, va y avoir du changement. Si vous êtes à 5, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, pareil, si vous regardez la population française, la moitié la plus pauvre de la population française a des empreintes carbone beaucoup plus faibles que les 10, 20, 30% les plus riches. Donc là, il ne faut pas généraliser, en fait. Cette transition, elle va demander différents changements de comportement et on peut aussi se concentrer sur ce qu'on va gagner. C'est-à-dire que la croissance économique, on l'a vu, elle nous demande de mobiliser des ressources naturelles et des ressources humaines pour produire et consommer plus de marchandises. Mais si on arrive socialement à se libérer de l'impératif de cette croissance, et d'un coup, ça veut dire qu'on libère des ressources naturelles et des ressources humaines. Libérer une ressource humaine, ça veut dire, par exemple, avoir du temps disponible. Imaginez, dès demain, on se dit, bon, la publicité, c'est quand même un peu débile, parce que chaque marque de voiture A va faire compétition contre une marque de voiture B, vont chacun avoir des équipes de marketing chaque année de plus en plus importantes, juste pour faire en sorte que quand tu tapes voiture sur Google, il soit juste devant l'autre, alors que c'est complètement débile. Et donc là, on gaspille même des neurones disponibles de gens créatifs pour faire des pubs pour les 4x4. Alors que d'un coup, si on disait, on interdit la publicité, c'est débile. Mettez toutes les informations en ligne sur voiture.fr. Les gens, quand ils veulent acheter une voiture, ils vont sur le site, ils peuvent voir vos vidéos, les trucs comme ça, et il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin d'exposer l'entièreté de la population française tous les jours à des pubs débiles pour les 4x4. Oui. Surtout que moins d'1% de la population peut se permettre de les acheter. Et quand vous faites ça, ça veut dire qu'on libère du temps. Et les gens, l'économie, historiquement, existe pour libérer du temps. C'est-à-dire qu'on s'organise collectivement parce que ça nous permet de satisfaire nos besoins plus rapidement. Tu vois, la feuille de papier, si je devais la produire moi-même, j'y passerais une grande partie toute ma journée. C'est pas ouf, j'aurais plus le temps d'écrire. Donc là, il faut pas oublier que si on arrive à libérer du temps, et là, la décroissance libérerait du temps, ça a beaucoup de chances d'augmenter la qualité de vie et surtout de nous donner un regain d'autonomie dans l'organisation de toutes ces choses qui sont beaucoup plus importantes que l'économie marchandisée, l'activisme, la mobilisation politique, les activités spirituelles, la famille, l'amour, l'amitié, le bénévolat.
toutes ces choses-là où les sociologues et les philosophes nous disent qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie. C'est pas le PIB et le pouvoir d'achat. Chaque personne en fin de vie vous dira ce qui compte dans la vie, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est passer du temps avec mes amis, c'est apprendre un instrument de musique, ressentir, d'aller voir une pièce de théâtre ou de regarder des films qu'on aime bien ou de faire ce que vous voulez, chanter dans une chorale. C'est ça qui compte. Donc là, aujourd'hui, si on veut recentrer l'économie sur les choses qui comptent, eh ben, on comprend bien qu'on peut se permettre une certaine décroissance des activités aujourd'hui qui sont décorrélées de la qualité de vie et qui n'existent parce que nous sommes dans un capitalisme en fait qui a tendance à produire n'importe quel truc à partir du moment où ça pourrait se vendre. Et aussi une culture consumériste où on a tendance à acheter des trucs et bah parce que la publicité crée un imaginaire comme quoi c'est ça la clé du bonheur. Si on se débarrasse de ces impératifs, on pourrait avoir une société qui serait beaucoup plus conviviale, vraiment dans le sens où on passerait moins de temps à faire tourner l'économie, mais beaucoup plus de temps à faire tourner ces choses qui nous rendent vraiment heureux. Ouais, ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est que j'avais pas en tête le retour aux besoins assez fondamentaux et le fait que parfois on a des besoins qui sont quelque part sursatisfaits. Ouais, et moi ce que j'aimerais bien, chaque année, tu sais, on décide du budget. Et les économistes, à chaque fois, tu les invites, ils sont insupportables, ils sont là, ouais, le taux de chômage, l'inflation, ouais, la croissance, attention, au taux d'intérêt. En fait, ce qu'on devrait faire dans chaque territoire, dans chaque entreprise, dans chaque municipalité et à l'échelle nationale, chaque année, quand on prévoit le budget, on fait un inventaire de besoins insatisfaits. Quels sont les besoins insatisfaits aujourd'hui en France? Là, on va se rendre compte, ah, zut, il y a des gens qui sont mal logés. Il y a des gens qui n'ont pas de logement. Il y a des gens qui n'ont pas accès à la santé. Ok, c'est un problème. Comment est-ce qu'on fait ensemble de satisfaire ces besoins? Là, d'un coup, on se rend compte que c'est des stratégies très concrètes. Et c'est des stratégies qui ne demandent pas forcément un surcroît d'activité économique. En France, on n'a pas besoin de construire des nouvelles maisons pour permettre aux personnes qui sont sans abri de se loger. On a largement assez de logements, de la même manière qu'on a largement assez de nourriture pour que tout le monde en France soit bien nourri. Mais on a des problèmes d'allocation. Donc là, il faut travailler là-dessus. Donc là, on se rend compte qu'on va avoir des stratégies spécifiques ciblés sur des populations spécifiques où le but c'est pas de faire grossir le gâteau économique en euros en espérant que certains de ces euros se retrouvent dans la poche de personnes qui pourront ensuite les utiliser pour payer un loyer pour pouvoir être logés. Non, on va avoir des stratégies beaucoup plus précises. Et là, de la même manière, quand on fait un inventaire de besoins insatisfaits, on doit aussi faire des inventaires de ressources naturelles disponibles. Ça, c'est fondamental. On doit le faire pour tout maintenant. On voit l'arrivée des canicules, des feux de forêt, des sécheresses, toutes ces choses-là, ça nous montre en fait que pour l'instant, on a fait tourner l'économie sans vraiment prendre en compte la réalité biophysique qui sous-entend n'importe quelle activité économique. Donc maintenant, à l'échelle d'un territoire, on se dit ok, trop bien. On a identifié les besoins insatisfaits. Comment est-ce qu'on fait pour les satisfaire? On a des ressources humaines, on a des compétences, on a des infrastructures, mais pareil, il faut qu'on trouve de l'énergie disponible, de la biomasse, des matériaux. Parce que pour satisfaire des besoins, si c'est un besoin de mobilité en vélo, ça va demander peut-être la construction d'une piste cyclable, peut-être la construction de vélos cargo, des choses comme ça, qui demandent de l'énergie et des matériaux. Et une fois qu'on fait ça, on se rend compte très souvent dans un pays comme la France, vu qu'on est déjà en dépassement écologique, c'est-à-dire qu'on utilise trop de nature. C'est-à-dire que notre empreinte écologique est supérieure à notre biocapacité. Donc là, ça veut dire que si vous avez des besoins insatisfaits qui vont demander un certain surcroît d'activité, pas toujours, mais parfois, ça peut demander un surcroît d'activité. Par exemple, construire des pistes cyclables, ça veut dire qu'il va falloir déconstruire, recycler ou en tout cas renoncer à construire d'autres trucs, genre une autoroute ou des parkings. Et donc là, on voit qu'on connecte en fait les besoins insatisfaits avec les besoins sursatisfaits qui peuvent être simplifiés. Le besoin d'avoir des autoroutes n'est pas un besoin. L'autoroute, en fait, est un moyen pour satisfaire un besoin de mobilité. L'avion n'est pas un besoin. Le besoin, c'est se déplacer. En France, nous devrions, à terme et le plus tôt possible, fermer l'intégralité des lignes nationales aériennes. C'est un petit pays, on a la chance d'avoir une infrastructure de trains et de bateaux assez élaborée. Donc là, on se rend compte, on pourrait très bien satisfaire nos besoins de mobilité sans utiliser l'avion, ce qui serait une manière beaucoup plus parcimonieuse en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est ce concept clé de simplifier des besoins, de se dire, tiens, certains déplacements, en fait, on peut y renoncer. Moi, j'avais une collègue qui prenait l'avion pour aller à une conférence d'1 heure dans une autre ville sur le télétravail. Enfin, on se rend compte que ça n'a aucun sens. Ça, on annule complètement. Et bien sûr, les déplacements familiaux, certains déplacements qu'on ne peut pas éviter, là, on se pose la question de la substitution. Est-ce qu'on ne peut pas faire en train quelque chose qu'on a l'habitude de faire en avion? Est-ce qu'on ne peut pas faire en vélo quelque chose qu'on avait l'habitude de faire en voiture? Est-ce qu'on ne peut pas faire à pied quelque chose qu'on avait l'habitude de faire en voiture?
Ouais, complètement. Tu soulignais tout à l'heure, dans pas mal d'exemples, le fait d'avoir de la concertation entre pas mal d'acteurs, dans l'exemple du site voiture.fr ou même là, dans l'exemple de l'autoroute. Est-ce que finalement, la décroissance, elle passerait pas par le volet politique pour se mettre en place? Ben, le volet politique, il faut l'élargir. C'est pas, on va pas avoir une élection tous les X nombre d'années. Est-ce qu'on fait la décroissance et ensuite donner à un gouvernement une feuille de route. Enfin, c'est un retour aux politiques au sens premier du terme, c'est-à-dire organisation collective. Mais il va falloir se mobiliser à différents niveaux. Ça peut être l'échelle du quartier, de la copropriété, de la municipalité. Ça, c'est les échelles les plus importantes. Ouais. L'échelle du gouvernement, c'est juste une confédération d'intérêts qui remonte à chaque niveau. Donc là, c'est la vision très anarchiste Ouais, je de la l'entendais au sens très décroissance. global, à Et on le l'échelle voit des aujourd'hui territoires. d'ailleurs. Hein. Tout ce qui est à la tête, les initiatives les plus innovantes qui inventent l'économie de demain, ça sort jamais d'un ministère, ça sort jamais d'une grande entreprise. Ça sort toujours d'un petit territoire, d'une petite entreprise ici et là qui a une idée un petit peu loufoque et qui l'a développée. T'as un exemple à nous partager, Bah, une les monnaies anecdote, ouais? locales. Mhm. Les monnaies locales, il y en a 80. Plus de 80 maintenant en France. Avant, ça n'existe pas. Avant, ce n'est même pas légal. Ça a été légalisé en 2014 ou 2015, si je me souviens bien. Et en fait, c'est des gens au sein d'un territoire qui se sont dit, bah tiens, nous, on a certains problèmes. C'est-à-dire que la monnaie, ce qu'on appelle la monnaie générale, donc l'euro, et ben en fait, elle permet de tout acheter. Et très souvent, si on stimule, on se dit, ah bah tiens, on va créer une activité, bah, l'argent, euh, il peut fuir dans un autre secteur. Il se retrouve absorbé ailleurs. Si on crée une monnaie locale, non seulement on pourrait décider des choses que l'on peut acheter, et donc faire une espèce de filtrage, mais aussi on pourrait faire en sorte de créer une sorte de résilience économique à l'échelle du territoire. Ça, c'était écrit nulle part. Et quand le gouvernement en est venu à les légaliser, je pense qu'ils ne savaient même pas ce que c'était. Ils ont dû regarder, aller voir, mais c'est quoi cette histoire de monnaie complémentaire? Mhm. Donc là, on a des pareils pour les territoires zéro chômeur de longue durée, qui existe en initiative, en idée depuis les années 90, qui a commencé dans quelques territoires, qui est une façon de ce qu'on appelle la garantie de l'emploi, et à travers des coopératives à but d'emploi, de créer des emplois en dehors de la dynamique du marché. C'est une innovation fondamentale. Ça aussi, ça n'aurait jamais pu être inventé par une grande bureaucratie, qu'elle soit privée à la Amazon, qu'elle soit publique à la gouvernement français. C'est quelque chose qui est sorti d'une petite association. Donc aujourd'hui, en fait, il va falloir repolitiser l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accepter que nous allons être tous à nos différents niveaux et surtout en partant du niveau local, nous allons tous être les architectes de cette économie du futur. Cette économie du futur ne sortira pas ni de Bercy, ni des meetings à Davos ou de Mhm. la vision des grands PDG des entreprises qui, justement, aujourd'hui, les ministères de l'économie et les PDG des grandes entreprises représentent le passé. Ils sont à la ramasse. C'est vraiment, ils ont un imaginaire obsolète. C'est vraiment le musée des idées économiques du passé avec des imaginaires complètement débiles sur la croissance verte. La croissance verte. Enfin, la croissance verte, pourquoi est-ce qu'on viendrait verdir la croissance alors que la croissance, on ne sait même pas ce que c'est, on n'arrive pas à la mesurer et justement, elle est décorrélée de la qualité de vie. Enfin, ça n'a aucun sens. À l'échelle d'une municipalité, une ville va pas dire oui, cette année, comment est-ce qu'on fait pour booster la croissance? Ou pareil, si vous avez une petite boulangerie, comment est-ce qu'on fait pour booster la croissance? Non, vous identifiez une raison d'être, des besoins concrets, comment est-ce qu'on fait pour produire du pain, comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients, comment est-ce qu'on fait pour trouver la farine qui nous permette de produire le pain. Et bah là, c'est exactement la même chose. On a besoin d'imaginaires beaucoup plus concrets. Mhm. Ces imaginaires, on les voit dans l'économie sociale et solidaire, on les voit dans des associations, on les voit dans plein d'entreprises à but non lucratif qui réinventent un modèle post-capitaliste qui existe déjà, donc dans l'ombre aujourd'hui des grandes entreprises qui continuent un petit peu le business as usual en essayant de se verdir autant qu'elles le peuvent, et d'un gouvernement qui essaye tant bien que mal de stimuler, libérer, ramener, raviver la croissance sans vraiment comprendre que la croissance est un objectif complètement obsolète pour une économie qui est déjà arrivée à maturité et dont la priorité première est de réduire l'empreinte écologique. Mais comment est-ce que ces grandes entreprises que tu cites, elles font leur transition? Parce qu'on peut pas dire du jour au lendemain, bon bah stop, on arrête tout et on recommence à zéro. Comment cette phase de transition, elle se passe? Alors, par définition, je pense qu'une entreprise à but lucratif ne pourra jamais faire transition. Et j'en ai rencontré beaucoup pendant mon tour. C'est simple, si votre ADN, c'est de faire du profit, vous n'allez pas pouvoir choisir d'investir, de vous rediriger vers des choses où les taux de profit sont nuls, plus bas que ceux que vous avez ou même négatifs. Vous ne pouvez pas. C'est simple. C'est comme
Voilà, de la même manière que les requins ne peuvent pas respirer s'ils s'arrêtent d'avancer, les entreprises, elles ne peuvent pas fonctionner si elles ne font pas du profit, parce qu'ensuite elles vous diront oui, mais la compétition va se faire absorber, on n'arrivera pas à attirer les investisseurs, personne ne nous fera confiance, machin, machin. Elles ont leurs contraintes. Elles sont socialisées dans un système qui ne marche pas et qui nous en met droit dans le mur. Donc c'est normal. Elles font ce qu'elles peuvent, et ce qu'elles peuvent n'est absolument pas suffisant. Donc il va falloir politiser ces décisions. C'est-à-dire se dire collectivement, ce que Total aurait dû faire depuis déjà des décennies, c'est d'arrêter d'extraire du pétrole. C'est simple, on le sait, mais c'est le cas le plus facile. Un enfant de 6 ans deviendrait le PDG de Total, la décision aurait été prise en 5 minutes. Mais Total continue à extraire et à augmenter sa capacité à extraire du pétrole. Parce que c'est une entreprise à but lucratif qui maximise les profits, et d'ailleurs elle le fait très bien. Les profits de Total sont florissants en ce moment. Elle fait ça, bien sûr, aux dépens du vivant et de l'habitabilité de la Terre. Donc aujourd'hui, nous devons nous mobiliser collectivement pour dire c'est pas possible, vous n'avez pas le droit de dilapider notre futur, vous n'avez pas le droit de rendre des régions du monde ou des populations qui sont déjà extrêmement vulnérables, de rendre ces régions inhabitables, et donc nous allons prendre une décision collective qui est celle d'arrêter d'extraire du pétrole. Et là, ils vont vous dire « Oui, mais nous, comment on fait pour continuer à gagner de l'argent ?» En fait, on s'en fout. C'est pas ça la question. La première question, c'est comment est-ce qu'on fait pour stabiliser le climat. Parce que si on n'arrive pas à stabiliser le climat, tu peux avoir tout l'argent que tu veux, ça va pas te permettre de survivre une canicule où les êtres humains perdent leur capacité à respirer. Pas à respirer, à transpirer. Donc là aussi, il va falloir remettre les priorités en ordre. Et donc, on va avoir besoin de relations de pouvoir, d'un soulèvement collectif citoyen qui soit accompagné par le gouvernement, qui représente normalement la majorité des personnes et pas la minorité des entreprises, pour reprendre contrôle d'une grande partie des infrastructures, dont les entreprises de l'énergie, et de prendre cette décision collective qu'on aurait dû prendre depuis déjà longtemps, de dire le pétrole, c'est terminé. Et cette décision, j'ai même l'impression, quand je t'entends, qu'elle doit se faire à l'échelle mondiale. C'est pas simplement Total qui doit décider de le faire, j'ai vraiment l'impression que c'est tous les acteurs sur chaque continent. Et comment on fait justement pour arriver à avoir cette décision mondiale, à ton avis ? Alors ça, c'est l'excuse préférée des grandes entreprises, ou même des gouvernements. Moi, à chaque fois que je les rencontre, les grandes entreprises, elles me font leur petit discours de petit chat. « Oh, mais comprenez, moi j'ai les mains dans le dos, hein, si je fais ça... Air France me disait, si je fais ça, hein, c'est les Américains qui vont prendre le marché. » Et Total, pareil, ils font « Ah, si on arrête d'extraire, ça va être quelqu'un d'autre. » Mais quelqu'un d'autre, peut-être, il va pas compenser, donc ça sera encore pire que nous. Et pareil, on entend toujours, hein, mais la France, c'est que X% des émissions, allez voir un petit peu la Chine et l'Inde. En fait, ça, c'est un discours de délai. Ces questions, c'est un discours de délai. On peut continuer à se les poser, et on continuera à se les poser dans un monde à 5 degrés qui ressemblera à peu près à Mad Max. Et là, on se dit, oui, mais moi, si je commence à faire ça, les autres... Pour tout, on a eu ça. Et aujourd'hui, on a atteint un tel degré d'urgence, et surtout des décennies d'inaction, où on a vu que cette même question, qui existe depuis les années 70, qui existe depuis la création vraiment de la première COP, des premiers accords internationaux sur l'atténuation du changement climatique, où c'était ça la première question. Le fait même qu'on continue de répéter cette question, pour moi, c'est presque une insulte à l'histoire, de se dire, en fait, on continue à recréer cet imaginaire de l'inaction. Si encore vous étiez le Vanuatu, ou un pays très pauvre qui dépend vraiment de l'export de ressources naturelles, et vous avez vraiment aucune capacité interne, là, ok. Ou si vous êtes vraiment un ménage très pauvre, ok, là, vous avez les mains dans le dos. Je suis désolé, si vous êtes une grande entreprise, dans l'un des pays les plus riches au monde, donc la France, vous n'avez pas les mains dans le dos. Vous êtes en haut du spectre du pouvoir. Et donc, un grand pouvoir, des grandes responsabilités, disait l'oncle de Spider-Man. Et donc, je vous invite à utiliser ces grandes responsabilités et ce grand pouvoir pour éviter de faire obstacle à la transition, ce que les entreprises fossiles et les grandes entreprises en général, accompagnées allègrement par les gouvernements, font très bien depuis des années. Et pourtant, quand tu discutes avec donc ces grandes entreprises, tu citais Air France, tu vois que ça bouge pas vraiment. Ah, ça bouge pas du tout. Moi, ce qui m'étonne, et là, je parle pas d'Air France en particulier, je parle des grandes entreprises que j'ai rencontrées, c'est que ces personnes se sont même pas posé la question du scénario où elles devraient choisir, accepter un certain renoncement. C'est-à-dire que moi, j'aurais pensé que
si j'étais PDG d'une grande entreprise, même si j'ai envie de m'en mettre plein les poches, tu vois, j'aurais quand même développé des petits scénarios sous le manteau, vite fait, pour voir, ok, si vraiment je devais réduire mon empreinte carbone de moitié, comment le faire? Et là, bien sûr, si t'es Air France, tu sais qu'il faut faire voler moins d'avions, c'est la façon la plus rapide. Donc je fais, ok, si vraiment je devais réduire ça sous la menace d'une arme, et bah voilà, quota de vol, on réduit de 50%, on met les gens à temps partiel, les employés, pour éviter qu'il y ait du chômage de masse, on fait une rétribution, on s'organise comme ça, on dit ça aux investisseurs, on annule des... Enfin, tu vois, d'avoir un plan... Les entreprises n'ont pas. Elles ne se posent même pas la question. C'est-à-dire, elles acceptent de facto le fait que la décroissance, ça va, c'est une lubie de collapso-communiste, on n'a pas besoin de se poser la question. Alors que c'est complètement débile parce qu'aujourd'hui, ces entreprises se retrouvent confrontées à une expérience très proche de celle de la décroissance, c'est celle de l'effondrement ou de la pénurie. Si vous avez un bateau qui se coince quelque part au monde et d'un coup vous n'avez plus accès aux métaux qui vous... Eh ben, vous devez faire des choix. Les entreprises automobiles, pendant les pénuries d'électricité de cet hiver, ont dû faire des choix. Quelles voitures on continue à produire et quelles voitures on arrête de produire. Bon, elles ont fait les mauvais choix, parce qu'elles ont décidé d'arrêter les lignes de production de petites voitures et de privilégier la production de la SUV, parce que c'est la manière de maximiser le profit. Donc, bien sûr, ça pouvait être prédit. Donc là, ça nous montre bien que ces entreprises, non seulement elles n'ont pas le bon logiciel pour faire face à une situation de rareté, parce que là, ça exacerbe le problème, mais aussi, elles ne sont pas du tout préparées pour une économie qui fonctionnerait sous contraintes biophysiques. Donc ça, c'est effrayant, et surtout, elles n'ont pas un imaginaire où elles n'ont pas de capacité à imaginer vraiment une culture d'entreprise qui ne serait pas omnibilée par la performance financière. Moi, à chaque fois, j'ai des discours de gens qui, en fait, ont passé tellement de temps dans ce milieu qui me disent « Non, mais vous savez, les profits, enfin, c'est la nature humaine. » Je fais « Mais c'est d'une débilité sans nom. C'est vraiment, on a envie de leur jeter des livres de sociologie, de philosophie et d'anthropologie. Enfin, lisez un peu, sortez de votre entreprise. Non, c'est pas parce que... à la Société Générale, vous avez créé cette culture de l'obsession monétaire qu'il faut projeter ça sur l'ensemble de l'espèce humaine et surtout rejeter toute responsabilité du changement en disant « Ah mais oui, mais vous savez, nous c'est tellement ancré dans le cerveau humain que on peut pas s'empêcher d'exploiter d'autres personnes, on peut pas s'empêcher de s'enrichir sur la destruction du monde, c'est à peu près naturel, vous feriez la même chose si vous étiez nous. » Moi, je suis vraiment, en tant que scientifique du social, pour un retour au structuralisme, de se dire, non, il y a des structures, des institutions spécifiques qui ont créé non seulement cet imaginaire, mais aussi des règles du jeu. L'économie, c'est comme un grand jeu. Des règles du jeu qui font que ça fonctionne comme ça. Par exemple, si vous êtes une entreprise et que vous avez un mode d'investissement où c'est des investisseurs privés qui investissent chez vous, mais qui demandent un retour. Ces investisseurs privés, par exemple des actionnaires, vont donc vous faire pression. Et si ces actionnaires ont un pouvoir de décision, et que vous allez leur dire, OK, on a 2 projets. Premier projet, c'est faire des parkings climatisés dans le désert. Trop bien, il y a plein de clients, ils ont des 4x4 et tout, ils paieront. Retour sur investissement à 2 chiffres, vous allez kiffer. Deuxième projet, on peut investir dans de la reconstruction et du réensauvagement. Donc là, on va travailler sur la reconstruction d'une forêt et après, bon, personne va payer parce qu'on la vend à personne, mais regardez, il y aura des abeilles, là, on va créer un habitat pour des espèces protégées, on va absorber X tonnes de carbone, on va améliorer la filtration de l'eau. Qu'est-ce qu'il va dire l'actionnaire ? Il va dire, mais... Réponse A. Réponse A. Donc là, on voit que les règles du jeu réduisent l'arbre des possibles et nous empêchent de faire la chose que l'on devrait faire pour le très long terme. Parce que le très long terme, encore une fois, les retours financiers à 2 chiffres, dans un monde à plus 4 degrés, même pour celui qui les reçoit, bon, à la limite, pour ceux qui arriveront à acheter un bunker en Nouvelle-Zélande, mais sinon, ça sera vraiment une immisérable... Ah, c'est un mot qui n'existe pas. Ça, c'est vraiment un monde, je pense, qui sera pire pour tout le monde, c'est ce que je voulais dire. Ok. Mais qui est-ce qui fixe alors ces règles du jeu ? Et bah, c'est là, quand je parlais de démocratisation et de soulèvement citoyen, c'est de se dire qu'on doit, à différents niveaux, prendre l'habitude de se auto-fixer des règles. L'autogestion dans les entreprises. Donc là, on a vu, l'une des règles qui fait en sorte qu'on se retrouve coincé, c'est de donner beaucoup trop de pouvoir de décision à des acteurs d'entreprises qui ont un biais matériel vers l'accumulation des profits, donc les actionnaires. Si dans une entreprise, on avait un conseil où, je sais pas, on pourrait commencer, la moitié des personnes déjà étaient des représentants des employés. Donc là, c'est déjà pas mal, parce que les employés, ils ont aussi un biais matériel
vis-à-vis de la performance de l'entreprise, mais pas aussi direct que celui des actionnaires. Et aussi, ils sont liés aux conditions de travail et tout. Donc là, déjà, c'est pas mal. On voit quand on décide quoi produire et comment produire, ça change un petit peu. Imaginons qu'on ait maintenant une prise de décision multipartie prenante, où quand on décide quoi produire, comment produire, et ben là, cette entreprise, elle est socialisée, la décision est socialisée dans le sens où on invite des parties prenantes externes, représentant des consommateurs. Ça me fait penser un peu au modèle coopératif, ce que tu poses. Exactement, le modèle coopératif. En France, ça s'appelle les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui ont déjà ils appellent ça des conseils, un multisociétariat. Et là, on se décide de se fixer des règles. Et en représentant le plus d'intérêts, enfin les intérêts concernés par l'activité économique en général. Je pense que si on avait des conseils multisociétariat dans toutes les entreprises aujourd'hui, eh ben on ferait énormément de renoncements. Par exemple, je pense pas qu'aucun conseil démocratique multisociétariat utiliserait vraiment la dernière goutte de nos ressources disponibles aujourd'hui pour faire des grille-pains connectés. Je pense que n'importe qui se dirait ok, là, même la personne qui les produit, l'ingénieur, je pense que les ingénieurs doivent se sentir mal. Putain, moi, je pourrais construire vraiment des vélos cargo, je pourrais vraiment créer des systèmes pour filtrer l'eau, faire quoi que ce soit et tout. Et on me demande de faire un four avec des caméras à l'intérieur pour pouvoir suivre la cuisson du truc de mon smartphone. Enfin, c'est presque insultant pour un ingénieur. Et pareil pour les consommateurs, s'ils étaient assis à la... Ils fait, non, mais les gars, franchement, vous avez une usine, vous avez des compétences, vous avez des ingénieurs. Ça, c'est pas un besoin insatisfait. On n'a pas de besoin insatisfait concernant les vidéos des trucs qu'on fait cuire dans nos fours. Donc, on va ne même pas se lancer dans ce truc qui serait complètement inessentiel. Donc, on va utiliser nos neurones, notre énergie et nos matériaux pour faire quelque chose d'autre ou juste décider de pas le faire. Tu fais, bah non, en fait, on est content avec nos fours. Il n'y a pas besoin de produire un nouveau four. Et donc là, on fait, ok, l'entreprise peut dire, bah trop bien, il n'y a pas besoin de produire des fours, donc peut-être qu'on peut utiliser, ça nous permet de réduire notre empreinte écologique totale, de laisser la nature un petit peu tranquille, et on en a besoin aujourd'hui vu qu'il faut la réduire, ou ça permet justement de remobiliser ces ressources pour faire quelque chose d'autre. Peut-être, ah bah tiens, nous avec nos machines, on peut plus produire des fours, mais on peut participer à produire une partie d'infrastructure d'énergie renouvelable, qui va être demandée, où on se rend compte, ah bah tiens, nous, avant on produisait des voitures, maintenant, bah il y a... On s'est reformé pour faire des vélos cargo. Ouais, ça veut dire que l'entreprise, elle a quand même une capacité de quelque part réinventer ce qu'elle va produire, de se raconter une nouvelle histoire et de servir un nouveau but, plus aligné avec... Pas l'entreprise. Moi, vraiment, je n'admets pas l'existence des entreprises. Les entreprises n'existent pas. Okay. L'entreprise n'est pas une catégorie anthropologiquement valable. Les entreprises, elles sont composées de parties prenantes, qui sont des personnes qui habitent sur un territoire. Ça, c'est la réalité des choses. Ces personnes, elles ne sont pas que des investisseurs, des PDG, des employés. Elles sont beaucoup de choses à la fois. Une entreprise, aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est une personne et qu'elle doit forcément se prolonger dans le temps. On a même tendance aussi à attribuer des émissions à une entreprise qui aurait le droit d'avoir un budget... Non. Les territoires, les pays, ça, c'est des entités politiques. Les citoyens, les citoyennes, ça, c'est politique. Les entreprises, ça fait partie des activités qu'on fait. Certaines activités humaines, on produit des trucs dans des entreprises, on produit des trucs dans des associations, on produit des trucs chez nous. Aucune importance. Donc aujourd'hui, il faut accepter le fait que on peut détruire une entreprise. C'est pas détruire une entreprise, c'est pas s'appauvrir. Détruire une entreprise, si on avait une entreprise qui, par exemple, était spécialisée sur la satisfaction d'un besoin. Et d'un coup, de manière complètement innovante, on invente le réseau de partage d'objets. Trop bien. Donc, on arrive à partager des objets avant qu'on ait besoin de produire. Et donc, on a besoin de produire moitié moins. Et peut-être une entreprise qui se spécialisait dans la confection de perceuses, qui n'était pas aussi bien qu'une autre entreprise qui faisait des perceuses beaucoup mieux. Et maintenant, on a besoin de beaucoup moins de perceuses. Donc, elle se dit, ça sert à rien de faire la compétition. J'arrête. On dissout l'entreprise. Ça sert à rien de se dire, oui, on va se rediriger vers quelque chose pour... Non, on peut dissoudre l'entreprise et réallouer les forces à quelque chose d'autre. Mais on peut faire ça seulement si on passe d'un mode d'organisation économique centré sur la compétition, où chaque entreprise était vraiment de garder son chiffre d'affaires, à une entreprise de la coopération, où justement l'organisation se fait à l'échelle des territoires. Où on peut se discuter et dire, même si on n'est pas de la même entreprise, en fait, toi tu faisais ça, avant tu faisais de l'aviation. Et moi je fais du train. Et on était en compétition, parce qu'on est dans une entreprise de mobilité. Là on se rend compte qu'on doit travailler ensemble. Moi, toi en tant qu'aviation, tu dois me transférer des passagers. Et donc tu peux m'aider, m'accompagner, pour faciliter cette tâche, et on travaille ensemble pour pouvoir garantir un besoin de mobilité, même si ça veut dire que toi, tu organises ta propre disparition. Et c'est une bonne chose. Et à partir du moment où il y aura plus de personnes qui auront besoin de prendre l'avion, trop cool, tu pourras dissoudre ton entreprise, et là pareil, les employés pourront... il y aura énormément de temps qui sera libéré, et qui deviendra disponible pour soit faire d'autres choses dans le territoire,
soit rien faire, et on l'a vu, rien faire, c'est l'objectif ultime de l'organisation économique. Ok, c'est hyper intéressant. On s'est un peu perdu là, on a pas mal parlé de On est allé décroissance loin. et ça nous a emmené méga loin. C'est parce que c'est l'heure de la sieste. Je rappelle, les gens ne savent pas, on a enregistré ça à 14h un jour où il faisait chaud. C'est un Exactement. miracle qu'on arrive déjà à dire des trucs intelligents. J'espère que la suite le sera tout autant, mais bon, rassurez-vous, on a les bouteilles d'eau. Donc, ouais, on a pas mal parlé de décroissance et de tout ce que ça voulait dire pour les acteurs économiques. T'as parlé dans cette première partie du fait que la décroissance, c'était une transition. Ça veut dire qu'on aura quelque chose après. Qu'est-ce que tu perçois sur ce que toi tu nommes la post-croissance? Bah déjà, très concrètement, on est en dépassement écologique, il faut revenir sous le seuil des limites planétaires. En fonction de la vitesse à laquelle on s'y met, ça va durer plusieurs années, ça va être plus ou moins long. Mais une fois que tu as rétréci ton activité économique à un niveau qui permette d'avoir une espèce de résonance, d'harmonie, de proportion entre l'empreinte écologique et la biocapacité, c'est bien. T'as pas besoin de continuer. Là, tu switches de mode. T'es plus dans un mode décroissance. Ok, les gars, faut vraiment arriver à minimiser ci et ça. Ça, c'est juste pendant la transition. Tu passes en mode post-croissance. Et le mode post-croissance, c'est une économie de l'équilibre. Moi, j'aime bien appeler ça une économie stationnaire, parce que c'est le concept depuis les années 70 en économie écologique, de se dire, le but, c'est de maintenir une certaine qualité de vie, tout en faisant toujours attention de ne jamais dépasser la biocapacité. Donc on a une économie qui va osciller un petit peu, où de temps en temps, le progrès socio-technique va nous permettre de produire plus. Donc, la place de l'innovation, il y aura toujours une place pour l'innovation. Toujours. L'innovation, anthropologiquement, c'est notre capacité collective à répondre à des problèmes. Ce serait débile de dire que ça disparaîtrait. D'ailleurs, il y aura beaucoup plus d'innovation parce que si on libère du temps disponible, on pourra travailler sur beaucoup plus de problèmes aujourd'hui. La plupart de nos capacités d'innovation, c'est des gens qui se posent la question de comment est-ce qu'on arrive à faire des échanges bancaires le plus rapidement possible, comment est-ce qu'on arrive à accumuler des données personnelles pour faire des publicités plus efficaces, enfin des problèmes qui sont de l'innovation, mais de l'innovation complètement contre-productive. Donc là, on a cette économie stationnaire où un changement socio-technique, où on va se dire, ah bah trop bien, là d'un coup on arrive à simplifier le même besoin qu'on avait avant, mais avec moitié moins de ressources. C'est-à-dire que d'un coup, vous êtes en état stationnaire, donc vous n'êtes pas en déficit, la moitié de ces ressources deviennent disponibles. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Peut-être vous vous dites, ah bah trop bien, ça nous permet de réensauvager des parties. Donc là, vous enrichissez l'économie de la nature, qui est encore une belle façon de protéger un patrimoine pour une croissance future si on en aura besoin. Ou si vous identifiez un besoin insatisfait, trop bien, vous faites, bon bah là, on va utiliser cette moitié de ressources pour faire quelque chose d'autre. Et de la même manière que le progrès socio-technique nous permet d'avoir une croissance potentielle, qui c'est jamais infinie, hein, toujours une croissance faible et temporaire, et bah les effondrements écologiques nous forcent à avoir des décroissances faibles et temporaires. Si d'un coup, il n'y a plus d'eau, et il va falloir avoir le même processus de rationnement et de minimisation qu'on a eu pendant cette transition de la décroissance, se dire, ok, qu'est-ce qu'on arrête de faire? À quoi on renonce? Qu'est-ce qu'on déconsomme? Et là, pareil, on reprend les mêmes cadres d'analyse en fonction des besoins, des inégalités, on fait des décisions jusqu'à ce qu'on stabilise la économie stationnaire. Donc là, on voit un petit peu cette économie qui va se stabiliser et qui sera une économie de la qualité. C'est-à-dire que le but, ça ne sera pas de poursuivre l'accumulation volumique d'euros, qui est quelque chose de très abstrait. Le but, ce sera chaque année de se dire, ok, est-ce qu'il y a des besoins insatisfaits? Comment est-ce qu'on les satisfait? Comment est-ce qu'on fait en sorte de continuer à pouvoir satisfaire des besoins? Donc ça sera vraiment une économie du bien-être. Il y a ce concept en anglais de well-being economy, que j'aime beaucoup, où l'activité, vraiment, l'objectif final, c'est de découpler le bien-être de l'empreinte écologique totale. Ça veut dire que il faut protéger notre capacité à satisfaire des besoins, à nous contenter. Et le plus rapidement, par exemple, on arrive à se contenter, le plus efficacement en termes d'utilisation d'énergie, de matériaux et de temps, et le plus on peut protéger cette capacité, le plus on est résilient. Par exemple, aujourd'hui, si tu as un besoin de mobilité, par exemple, tu dois amener tes enfants à l'école tous les matins, et pour ça, tu as besoin de faire 1 heure de voiture. Et donc, tu consommes du pétrole. Si d'un coup, crise pétrolière, où tu peux plus utiliser de pétrole, et là, t'es pas résilient. Tu peux plus emmener tes enfants à l'école. Ouais. Game over. Si on arrive à nous réorganiser en termes d'urbanisme, en termes de redistribution, en termes de partage des choses disponibles, et là, on va dire que là, maintenant, il y a un pédibus ou un vélo cargo collectif qui te permet d'amener tes enfants à l'école comme ça. Et là, t'es résilient.
C'est-à-dire que même s'il y a une contraction de l'énergie disponible, ça te permet quand même de continuer à satisfaire un besoin. Donc l'économie du bien-être, c'est une économie dynamique dans le sens où elle cherchera toujours à maintenir un certain niveau de bien-être et à se protéger contre des risques sociaux, environnementaux. Mais on voit bien que c'est complètement différent de l'économie qu'on a aujourd'hui, où le bien-être, en fait, est quelque chose qu'on assimile à l'argent. En fait, on se dit la prospérité aujourd'hui, c'est les profits, c'est le PIB, c'est le pouvoir d'achat, c'est les revenus, c'est les chiffres d'affaires. Alors que la corrélation entre les deux est loin d'être claire. Quand tu parles de post-croissance, les exemples que tu cites donnent plutôt envie, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a certains États dans le monde qui se posent sérieusement ces questions et qui commencent à mettre en place, j'ai envie de dire, une économie du bien-être? Si on dézoome un peu, parce que là on était vraiment, notre discussion tournait pas mal à l'échelle française, si on dézoome à l'échelle du monde, c'est quoi les tendances que toi tu peux Alors, observer? la réponse est oui, mais je vais prendre la question d'un autre angle. Moi, j'ai toujours Vas-y. trouvé cette question un petit peu bizarre. Donc, nous sommes en France, une startup nation, j'ai cru comprendre. Et donc, on a cet imaginaire un petit peu de la Silicon Valley, de se dire, en fait, il faut innover. Il faut inventer des choses qui n'existent pas. Il faut vraiment être les premiers à faire un truc, les pionniers. C'est ça qu'on veut faire. Mhm. Créer des licornes avant tout le monde. Mais cet imaginaire de l'innovation, nous ne l'appliquons pas à la transition écologique parce que dès qu'on parle de transition écologique, là, tout le monde est timide. Là, on se dit, oui, mais est-ce que ça a été déjà fait quelque part Est-ce que ça a déjà été testé dans d'autres pays? Dites-moi des exemples. C'est ultra marrant. Imagine, t'es inventeur à Google, tu fais un séminaire, comme ça, tu penses qu'ils se posent et ils font, bon, les gars, qu'est-ce qui a déjà été inventé dans d'autres pays qu'on va pouvoir refaire? Non, c'est pas ça l'innovation. Et donc, aujourd'hui, sachant qu'on est un pays extrêmement riche, nous sommes dans les pays qui vont devoir innover le plus rapidement. Innover rapidement, c'est prendre des risques. Mhm. Donc nous, en termes de transition écologique, il va falloir qu'on prenne des risques. On peut se le permettre. Sur l'échelle, on fait partie des pays qui peuvent se le permettre plus par rapport à d'autres. Ouais. Et donc, moi, cette question, je veux même pas essayer de rassurer les gens. Vous dites, vous inquiétez pas, regardez un petit peu la réduction du temps de travail en Hollande, regardez la taxe carbone en Suède, regardez les malus au poids en Norvège, regardez les monnaies locales en France, regardez les trucs ici et là. On peut faire des éventails d'initiatives comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut changer complètement la mentalité avec lequel on approche, parce que même si on va vous montrer des trucs, faire regarder la Nouvelle-Zélande en 2019 a laissé tomber le PIB pour introduire les budgets bien-être, un tableau de bord de 65 indicateurs de budget, trop bien. Et là, les gens vont vous dire, oui, mais écoutez, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est un petit pays, n'est-ce pas? Nous, c'est pas pareil. Et on se retrouve dans la salle d'attente du changement, Ouais. avec cette petite musique, discours de délai, qui trouve toujours des excuses, en fait, pour justifier l'inaction. Donc, moi, je le répète, aujourd'hui, il va falloir faire des choses que personne n'a fait avant. C'est très bien. C'est justement, ça devrait, si on est une startup nation, on devrait adorer la décroissance parce que c'est une transition vraiment complètement nouvelle. On l'a jamais fait. Il va falloir concevoir, inventer, penser l'architecture d'une économie post-capitaliste complètement différente. C'est génial. Ça devrait animer d'ailleurs toute une génération de jeunes économistes, ingénieurs, sociologues, psychologues, citoyens, praticiens, entrepreneuses qui sortent et qui se disent waouh, il y a toute une économie à inventer. C'est trop cool. Donc c'est ça le défi. Et c'est un quoi qu'il en coûte radical. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une... On n'invente pas le prochain iPhone pour l'année prochaine, où on se dit au pire, c'est Samsung qui va prendre le marché l'année prochaine. Et au pire des cas, on fera pas autant de profit que l'année dernière. Non, là, si nous n'arrivons pas à innover, c'est-à-dire qu'à inventer une transition qui nous permette de faire baisser l'empreinte écologique, on meurt. Game over pour tout le monde, à commencer par les plus pauvres, qui ont déjà commencé à faire l'expérience de ces game over absolument aplatissants qu'on observe tous les jours dans plein d'exemples très concrets. Donc là, ça devrait être l'incitation la plus ultime pour innover. Donc aujourd'hui, voilà, il faut qu'on soit ambitieux, il faut qu'on soit courageux, et surtout, moi, je ne comprends pas pourquoi de toutes les personnes que je rencontre, je vois des gens dans des initiatives locales, ils organisent leur propre jardin partagé, pareil, des réseaux de partage d'objets,
des pédibus, ils inventent des nouveaux vélos cargo, des nouvelles matières de filtrer l'eau, des nouvelles matières de réensauvager, de rendre les transports en commun gratuits, certaines municipalités qui arrivent à se débarrasser de la publicité, et vraiment qui sont là, on se dit, ouais, on invente des nouveaux trucs, et dès qu'on se rend compte, on monte dans les hautes places de pouvoir où je rencontre les PDG de grandes entreprises qui sont censés être des oasis d'innovation, on me sort toujours, voilà, ils sont ultra timides. Oui, mais qui l'a fait avant montrez-nous des choses. Nous, vous savez, non seulement le discours d'avant, on a les mains dans le dos, même si on voulait, on pourrait pas. Mais ils vous disent aussi qu'ils veulent même pas parce qu'ils ont pas envie de prendre les risques et d'être les premiers à changer. Ce qui est complètement contradictoire et contre-productif. Ok, donc le message est clair, on doit prendre des risques, sinon on meurt. Ah bah, déjà, et là, j'ai été vraiment très sympa parce que notre absence de risque, depuis les années 70, a déjà causé la mort à énormément de personnes. Et c'est une conséquence du présent aujourd'hui. Et donc là, c'est pas de se dire, oui, on risque, sinon nous, on meurt. C'est déjà, là, en fait, on devrait rattraper 50 ans de retard avec une dette écologique et donc une dette sociale envers toutes ces personnes qui ont subi, en fait, les conséquences de notre développement industriel. Donc oui, on se retrouve avec un impératif éthique qui est énorme aujourd'hui. Donc c'est pas seulement une prise de risque, c'est aussi accepter, reconnaître une certaine responsabilité. Et sur cette question, toi, tu crois à quoi pour la suite? Je sais pas. Je crois en quoi pour la suite? Moi, on me pose souvent des questions sur... Alors, déjà, demander à un économiste de prédire l'avenir est un exercice assez risqué. Ok. Je sais pas ce qui va se passer. Moi, j'ai même pas pu prévoir que le livre aurait été un succès. Enfin, moi, je pensais... J'étais venu à Paris pendant 2 semaines pour présenter le livre. Je pensais revenir à Lund, en Suède, à l'université, et on n'en parle plus. C'est terminé. Je pensais pas que la société vraiment se saisirait de ce concept et que ça viendrait stimuler énormément de discussions. Ce qui est très bien. Personne n'aurait pu prédire les soulèvements citoyens un petit peu partout qui redoublent vraiment d'une inventivité vraiment impressionnante, hein, de la manière de faire du sabotage, de la vulgarisation, de la prise de conscience collective. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont déjà en marche. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des blocages, des points de blocage énormes. C'est genre, t'es dans une maison en feu, t'essayes de sortir, et en fait, t'as un boulet énorme contre la porte qui est posé de l'extérieur. Et donc, et ce boulet, aujourd'hui, il est représenté par le pouvoir disproportionné de certains acteurs économiques, un pouvoir qui est la conséquence d'une accumulation de patrimoine pendant des décennies, qui fait que certaines personnes ont des intérêts matériels de voir ce patrimoine continuer à s'accumuler et donc utilisent leur pouvoir d'influence pour faire en sorte que les règles du Monopoly continuent de les privilégier. Et donc aujourd'hui, il va nous falloir une mobilisation collective pour dire stop, non, nous ne pouvons plus protéger Total dans ces délires d'exploitation de ressources naturelles qui n'enrichissent qu'une poignée possédante qui ensuite réinvestit ce même argent pour non seulement étendre les dégâts, mais aussi pour faire influence, pour que le rocher devienne de plus en plus gros et donc que notre capacité démocratique à déterminer ensemble les règles et donc le futur de l'économie soit de moins en moins existant. Tu soulignais donc le fait effectivement que tu ne puisses pas prédire l'avenir et que donc tu n'avais pas anticipé le succès de ton livre. Qu'est-ce qui t'a motivé déjà à écrire ce livre et ensuite à venir auprès des grandes entreprises, dans des conférences et à porter tes messages? Qu'est-ce qui t'anime? Comme beaucoup de personnes qui suivent de très près l'état du monde du vivant sur Terre, je suis terrifié. C'est terrifiant. Nous sommes en train de plus en plus rapidement d'organiser la destruction systématique et quotidienne de l'habitabilité de notre planète. Et en plus, on s'en réjouit. C'est-à-dire qu'on appelle ça de la croissance et du progrès. Donc moi, je suis tétanisé à l'idée d'une planète Terre sans nature, d'un monde sans insectes, voilà, de villes en canicule et sans eau. Et donc, de cette peur
en fait, ça me donne envie de me mobiliser, et puis ça donne lieu à une certaine colère aussi de voir que ce problème, c'est pas un genre « oups, on n'a pas fait exprès, on a marché sur la nature ». Non, Oui. c'est une organisation systématique de personnes qui comprennent exactement ce qu'elles font, et donc, c'est une situation où nous avons affaire, ce n'est pas un accident, c'est un tabassage. Les actions de Total, par exemple, et de beaucoup d'autres grandes entreprises sont des actions criminelles. Un jour dans le futur, quand on organisera vraiment les procès pour comprendre comment on a tué la nature, ces personnes-là se retrouveront prosécutées. Et donc, moi, ça m'anime parce que je pourrais pas, moi, personnellement, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est la philosophie et plus principalement l'écriture académique. Moi, si je ne pouvais faire qu'une chose dans la vie, je serais professeur d'écriture académique. Donc, c'est-à-dire, j'apprendrais à l'université comment écrire. Je serais spécialiste des notes de bas de page et de la ponctuation dans l'écriture scientifique. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Parce que je me sentirais coupable. T'imagines ? Passer mon temps à écrire des ouvrages sur l'écriture académique, alors que certains puissants sont en train de détruire la capacité de notre planète à, à accueillir la vie. Je pourrais pas. Donc, moi, ça m'embête. Parce que j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de passer mes journées à aller dans des radios, parler de décroissance et de trucs comme ça. Moi, j'ai envie d'être chez moi, tranquille, à jouer aux échecs, à faire la sieste, à écrire des romans. Mais on est obligé de se mobiliser parce que si on ne le fait pas, je n'ose même pas imaginer dans quel monde on vivra. Et là encore, il faut arriver à se projeter. C'est-à-dire, imaginer que dans 10 ans, on va rejeter les dés et vous allez être réincarné dans une personne aléatoirement sur Terre. Donc je ne serai plus Timothée, économiste, homme, blanc, né à Versailles, extrêmement privilégié, avec 1000 diplômes et énormément d'argent. Je serai un citoyen du monde parmi des milliards. La probabilité soit quand même que je sois du côté des gens qui se font marcher dessus. Aujourd'hui, parce qu'ils doivent vivre dans un climat réchauffé, avec une biodiversité qui s'effondre, parce qu'ils doivent vivre les conséquences oppressantes, opprimantes de cette minorité possédante. Et donc là, dans ce cas-là, éthiquement, je me dirais, en fait, j'ai intérêt à améliorer la moyenne de la qualité de vie sur Terre. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on développe cette sympathie, non seulement pour les autres humains, donc une justice intragénérationnelle, mais aussi pour les générations futures, une justice intergénérationnelle, et même d'autres personnes que nous ne considérons pas comme des personnes avant. Les animaux, dont on a l'habitude de les manger, c'est la première relation qu'on a avec eux, ce qui est quand même ultra chelou. Donc là, de se dire, est-ce qu'on peut pas développer une sympathie écologique pour non seulement des animaux, et aussi pour des écosystèmes, des forêts, des rivières, des choses comme ça. Et si on arrive à faire ça, là, je pense qu'on peut libérer une certaine énergie créatrice qui nous permettrait de nous mobiliser et de recentrer, en fait, de recentrer notre énergie. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément d'énergie. Quand je vois la plupart de mes amis qui ont étudié l'économie sont tous en burn-out, ils font tous la même chose. Ils travaillent tous dans la finance. C'est des économistes pour des banques, ils font des algorithmes de trading qui n'ont aucun sens. Ils savent que ça nourrit la destruction du monde, que ça enrichit des gens qui auraient jamais dû s'enrichir et qui sont très loin d'avoir besoin de recevoir plus d'argent. Ils le font quand même avec des horaires infernales qui font qu'ils délaissent leur famille, qu'ils habitent dans des endroits dont ils ne font même plus l'expérience, dans une vie politique qu'ils ne comprennent plus. Ils subissent la réalité, ils sont misérables. Tout ça pourquoi ? Donc moi, je pense que cette crise de sens qu'on ressent dans plein de jeunes aujourd'hui qui savent plus où s'orienter, plein de gens qui démissionnent d'entreprise, de cette grande démission et de ces appels ces appels vraiment à cesser de donner notre temps et notre énergie au capitalisme pour justement se concentrer sur les choses que l'on veut vraiment faire grandir. Même si ces choses que l'on veut faire grandir ne sont pas des marchandises qui nous permettent de nous enrichir monétairement, même si elles peuvent nous enrichir socialement, anthropologiquement, spirituellement, émotionnellement. Ta réponse, elle m'amène sur une question qui me tient très à cœur, c'est la question du futur désirable que je pose à absolument tous mes invités au micro. Et donc, tu vas pas y échapper. Timothée, c'est quoi ta vision d'un futur désirable ? Je vais partir du temps, et donc du concept de résonance d'Arnold Rosa. Le futur désirable, déjà, c'est un futur où nous sommes en phase avec notre rythme de vie, où on n'a pas l'impression
que chaque jour on accumule des retards, parce qu'on n'a pas le temps de lire tous les mails, parce qu'on n'a pas le temps de voir tous les amis qu'on voudrait voir, parce qu'on n'a pas le temps de lire ci, de lire ça. C'est un temps en fait où on est inséré socialement et écologiquement dans une vitesse harmonieuse. C'est ça que Arthur Trossa appelle la résonance. Et on en a tous fait l'expérience. Souvent pendant les vacances où tout va bien, on a le temps vraiment de passer du temps avec ses enfants, avec les gens qu'on aime, où on a le temps en fait de concentrer notre énergie qui est toujours limitée. Hein. La journée ne fera jamais plus de 24 heures. Concentrer notre énergie sur ces choses qui ont vraiment de l'importance. Donc là, cette société désirable, c'est une société d'autonomie radicale, dirait le philosophe Cornelius Castoriadis. L'autonomie radicale, très liée au concept anarchiste de l'autogestion, de l'autolimitation, c'est une société où nous décidons, individuellement et collectivement, de nos propres limites. Et ça, aujourd'hui, on a un peu perdu l'habitude. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de règles qu'on pourrait appeler hétéronomes, c'est-à-dire qu'elles nous sont imposées d'extérieur. Ça peut être une durée de temps de travail. Là, on a vu la question sur les retraites, qui devrait être un débat démocratique. C'est l'une des questions les plus importantes, parce que c'est la question première, en tant qu'être humain. Quand j'existe sur Terre, ma première relation, elle est avec le temps, et ensuite avec l'espace. Où je veux être et qu'est-ce que je veux faire de mon temps. Et là, on se voit capturer un débat absolument fondamental qui va définir la forme et la saveur de notre société du futur. Ce débat est capturé par un groupuscule d'économistes qui nous disent ça c'est pas possible parce que la dette, ça c'est pas possible parce que l'inflation, ça c'est pas possible parce que si, ça c'est pas possible parce que les entreprises le feront pas. Et ça c'est terrifiant. Donc dans une société où on redonnerait vraiment de l'importance à l'autonomie radicale, on prendrait le temps de se poser des questions. Donc ça veut dire là par exemple, discussion sur la retraite, très intéressant. Prenons le temps. Donc prendre le temps, ça veut dire vraiment avoir un véritable débat, une convention citoyenne, ça veut dire donner des jours de congé à l'intégralité du pays pour vraiment, ça veut dire dédier des infrastructures qui deviennent des lieux de débat pendant des jours, ça veut dire mobiliser des scientifiques, des psychologues, des sociologues, des anthropologues, des biologistes pour vraiment comprendre, avoir des infos, ça sert à ça la science, sur ce débat, et ensuite pouvoir prendre une décision informée, individuellement, et ensuite, une fois qu'on a décidé, moi vraiment, ma relation entreprise, c'est ça, ça c'est les intérêts que j'ai envie de défendre, ensuite rencontrer les gens dans son entreprise, dans son quartier, dans sa municipalité, et faire remonter une règle générale. C'est ça la démocratie. Une démocratie délibérative, une démocratie participative, et une démocratie dont la représentation est vraiment un reflet de cette richesse de décision. Moi, cette société désirable, c'est une société donc beaucoup plus agile. Là, la démocratie, c'est de l'agilité. C'est-à-dire qu'on peut se dire, on a fait une erreur. Merde. Le four, avec la GoPro à l'intérieur, là, pas ouf. Le SUV, les gars, là, on peut décider de changer d'avis. Aujourd'hui, on a une société de l'empilement. Où en fait, dès qu'il y a un truc que tu inventes, tu le produis en plus des autres trucs que tu produisais avant. Donc, on apprend à innover, c'est-à-dire à ajouter des choses, mais on n'apprend pas à exnover. C'est-à-dire arrêter de faire des choses. Alors que pourtant, aujourd'hui, pour la transition écologique, l'un des plus grands défis, c'est d'arriver à arrêter d'utiliser la voiture. C'est pas une innovation, c'est une exnovation. Comment est-ce qu'on arrive à arrêter de produire, à arrêter d'utiliser des voitures ? Donc c'est ça l'innovation dont on a besoin, et donc dans une société en fait démocratique où on a ces capacités de créer des moments de suspension, un petit peu comme il y a eu pendant le Covid. C'est-à-dire là il se passe quelque chose, et on va remettre en question un modèle de société. On s'arrête, on réfléchit ensemble, on prend des décisions. C'est marrant que tu soulignes l'exemple du Covid parce qu'effectivement, ça a été un moment où on s'est tous pas mal posé des questions. Et tu soulignais la grande démission qui est bizarrement arrivée après. Pour autant, moi, et c'est très personnel, j'ai le sentiment que très vite, à la fin des couvre-feux, on est un peu retombés tous dans notre quotidien et finalement, c'est comme si on avait un peu oublié les apprentissages qu'on avait pu avoir pendant la crise Covid. Est-ce que tu partages ? Oui, on a raté une belle opportunité. On dit toujours, oui, vous savez, on ne peut pas réparer le bateau quand il est en pleine tempête. Notre économie était à l'arrêt, au port, pendant le Covid. Elle n'a jamais été aussi ralentie. C'était un moment de suspension sociopolitique où on aurait pu se dire, quelle économie est-ce qu'on a envie de relancer ? Les réflexions sur le monde d'après. Et là, on aurait pu se les poser, mais on a été otage en fait de certains prêt-à-penser économiques, comme quoi il fallait absolument relancer la croissance parce que sinon l'emploi n'est pas sûr, et sinon l'inflation, et sinon les autres pays, et sinon les risques géopolitiques. Et donc on s'est retrouvé engrainé dans ces choses-là où on a relancé exactement l'économie avec tous les défauts qu'il y avait, et on est revenu
dans le monde d'après, qui était en fait le monde d'avant, avec tous ses inconvénients, à commencer par l'insoutenabilité écologique. Et donc aujourd'hui, on a besoin de créer un moment de suspension. Et il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a suspendu les activités économiques à l'époque ? C'est parce qu'on s'est dit, il y a un risque pour la santé humaine. Et ce risque pour la santé, il est tel que, oui, le traité de Maastricht, on s'en fout. On s'en fout s'il faut sauver des vies. Là, en fait, on se rend... Attends, tu peux juste rappeler à nos auditeurs le traité de Maastricht. Le traité de Maastricht, qui existe depuis les années 90, ça vient notamment nous donner un seuil maximal d'endettement. Donc souvent, quand vous êtes économiste et que vous proposez, je ne sais pas, oui, il faut investir massivement dans la transition écologique. Tu auras toujours un petit malin qui va dire, oui, mais on ne peut pas dépasser les ratios du traité de Maastricht. Le traité de Maastricht, c'était un groupe de mecs qui a décidé dans les années 90, au doigt mouillé, d'avoir un ratio comme ça. C'est une convention sociale, comme on les appelle. Donc aujourd'hui, de dire que nous ne pouvons pas préserver la stabilité du climat parce que au début des années 90, il y a 3 mecs en costume qui, au doigt mouillé, ont décidé que la dette publique ne devait pas dépasser X% du PIB, c'est absurde. C'est complètement absurde. Pendant le Covid, on l'a fait sauter, et là, ça a ouvert des possibilités. En tant qu'économiste, là, les gens se sont rendus compte, waouh, en fait, si on veut, tout est possible, quoi. Enfin, ouais. on peut vraiment tout changer. Et là, on s'est rendu compte de la flexibilité de l'institution humaine. Donc là, il faut se rappeler de ce sens des possibilités que l'économie, en fait, nous l'avons construite. Les euros, nous les imprimons. Les euros, c'est des petits bouts de papier ou qu'on utilise pour gérer l'allocation des ressources. C'est tout. C'est un petit peu bizarre qu'on laisse des gens mourir parce qu'ils n'ont pas assez de bouts de papier, ils n'ont pas assez de points au Monopoly. C'est un peu, tu joues avec tes potes, et il y en a un qui perd, fait « Ah, tu manges pas ce soir !» Et maintenant, tu seras considéré comme une merde. On ne te parlera plus. Parce que, mec, t'as pas assez de billets de Monopoly. Non, tu ferais jamais ça. Tu joues au Monopoly, t'amuses, c'est fini. L'économie, c'est un petit peu pareil. On peut l'utiliser pour aller louer des trucs. C'est bien d'avoir des marchés, c'est bien d'avoir de la monnaie. C'est pratique. Mais à la fin de la journée, personne ne devrait perdre sa capacité d'être citoyen, sa capacité de participer à la vie sociale, juste parce qu'il n'a pas assez de points au Monopoly. Ouais, effectivement, il y a un côté rationnel à récupérer. Et ça me permet de rebondir, donc dans cette société désirable... Le futur désirable, retournons-y. C'est un futur désirable où, quoi qu'il se passe, personne ne perd sa capacité à participer, à être inclus dans une société. C'est-à-dire que l'emploi est garanti. Par exemple, personne ne devrait se retrouver dans une situation où personne ne lui propose d'emploi. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment un échec d'avoir transformé l'emploi en une marchandise et de laisser des entreprises à but lucratif, principalement, décider de quels emplois sont disponibles et désirables pour l'intégralité de la société. Donc, les territoires zéro chômeur de longue durée, c'est une belle initiative qui montre qu'à l'échelle des territoires, on peut offrir, créer, inventer des emplois pour ceux qui en cherchent, même si ces emplois ne sont pas offerts par des entreprises à but lucratif qui existent. Donc ça, c'est génial. C'est pareil, on devrait aussi avoir des planchers sociaux. Tout le monde devrait avoir accès à un logement décent, à une quantité d'énergie, d'eau, toutes ces choses-là, de nourriture, d'éducation, de santé. Donc ce qu'on appelle le Universal Basic Services, UBS, donc l'espèce de revenu de base, mais service de base. Ça, dans une économie, personne ne devrait tomber en dessous. Et donc ça va demander aussi une réorganisation, d'accepter que certaines choses ne peuvent pas devenir des marchandises, genre le logement. Aujourd'hui, le logement, c'est un casino. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu ne gagnes pas plus que ça, tu ne peux pas te loger à Paris. Bah c'est génial, ne te loge pas, dors dehors. Et c'est bizarre, alors qu'en fait, certaines villes, la ville de Vienne notamment, ont fait des choix différents, de dire que non, le logement n'est pas une marchandise, donc vous savez quoi, c'est des prix régulés, les prix ne dépassent jamais ça, tu peux revendre ton appartement quand tu veux, bien sûr, mais tu le revends au prix où tu l'as acheté à peu près. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'entendais ce matin à la radio que Vienne avait été encore élue ville où il fait le mieux vivre, si je puis dire, en Europe. Et c'est pour ça qu'on se rend compte de la double coïncidence heureuse de la décroissance, comme dit Jason Hickel, l'anthropologue. C'est ce que l'on doit faire pour ralentir est aussi quelque chose qui nous permettrait de mieux vivre. Donc Vienne a des loyers très bas parce qu'elle a une économie, un secteur des loyers, donc socialisé, régulé, mais c'est aussi pourquoi est-ce que la qualité des logements à Vienne est aussi impressionnante. Parce que imagine, donc depuis la Deuxième Guerre mondiale, personne ne s'est enrichi dans le milieu du logement. C'est-à-dire que toute la plus-value qui a été créée
au lieu d'être accaparée par des individus qui ensuite l'utilisent comme bon leur semble, elle a été réinvestie dans la qualité du logement. Et ça fait qu'aujourd'hui, Vienne, oui, elle a réussi à créer un secteur du logement post-capitaliste impressionnant, alors que des villes comme Londres ou Paris se retrouvent avec des passoires thermiques dégueulasses et moches, même si, bien sûr, des décennies ont permis d'enrichir énormément de gens, notamment ceux qui aujourd'hui pratiquent l'investissement locatif, qui est sûrement, je pense, le terme le plus insultant de l'histoire du capitalisme. Mais on voit bien, même de parler d'investissement locatif, c'est quoi l'étape d'après ? L'investissement nutritif. Moi, je vais m'enrichir sur la capacité d'autres personnes à se nourrir. Vu qu'ils demandent de se nourrir, il y aura toujours de la demande. Donc, je vais accaparer leurs sources de nourriture et leur revendre de plus en plus cher. Comme ça, j'ai un retour sur investissement. C'est trop bien. Ce serait pas légal. Mhm. On fait pas aussi de l'investissement sanitaire. Pareil, non, certaines choses devraient être protégées de la prédation capitaliste, de la spéculation, de la marchandisation. Et donc aujourd'hui, si on est allé trop loin, donc dans une optique néolibérale où on a privatisé énormément de services publics, il faut faire le contraire. Il faut pas les renationaliser d'un point de vue soviétique. Certains biens de raison, bien sûr, doivent être nationalisés, mais les socialiser. C'est-à-dire avoir des gestions municipales, communautaires, qui peuvent être organisées par des SIC, par des hybrides publics, privés, mais organisés en mode post-croissance, en mode économie du bien-être, en mode gratuité socialisée, en mode le but, c'est de maximiser l'accès, de maximiser la satisfaction des besoins. L'argent, c'est secondaire. On ne devrait jamais laisser l'argent devenir une priorité vis-à-vis des objectifs de soutenabilité écologique et de convivialité sociale. Est-ce que c'est ça, Timothée, la conclusion de ton futur désirable ? Exactement. Parfait. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu as un mot de la fin à ajouter ? Est-ce que tu veux conclure sur quelque chose de particulier ? Je vais recommander 2 romans. Ouais, vas-y. Parce qu'on arrive vers l'été et je sais que on peut avoir ces petits coups de mou. Et tu me disais que tu partais faire une longue pause toi aussi, donc j'imagine que c'est... Ah, moi l'été, de saison. c'est absolument sacré. C'est le moment vraiment d'aller passer du temps en pleine nature, d'aller chanter, d'aller faire de la musique, d'aller travailler un petit peu mes ouvertures aux échecs, d'aller surfer. Et donc, je vais vous proposer 2 romans liés à l'économie. Pour ceux qui n'ont pas envie de lire des bouquins d'économie cet été, c'est l'entre-deux. Le premier, Vas-y. c'est Voyage en misarchie d'Emmanuel Dockes. Un bouquin de 2017 qui raconte, c'est un roman fictionnel, donc un roman d'utopie, qui raconte justement le fonctionnement d'une économie post-capitaliste. Donc Emmanuel Dockes, qui est prof de droit à Nanterre, a créé cette oasis institutionnelle géniale d'une économie qui fonctionne vachement bien, mais qui n'est pas une économie capitaliste, qui n'est pas une économie centrée sur la décroissance, mais plutôt une économie éco-socialiste, organisée sur le bien-être et la post-croissance. Donc lisez ça, ça vous fera voyager, mais après avoir lu ce bouquin, vous allez vous dire, ok, vous allez revenir au présent et vous dire, putain, je suis chiant, on est enfermé dans ce réalisme capitaliste horrible, gris, moche, pressé. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver ? Et là, lisez Paresse pour tous, d'Adrien Klemt, qui est un autre roman fictionnel de 2021 qui raconte ce qui se serait passé aux dernières élections présidentielles si Émilien, le personnage principal, un économiste de renom spécialisé sur la réduction du temps de travail, avait gagné des élections sur le programme donc de Paresse pour tous. Donc un bel imaginaire low-tech, décroissant, participatif, convivialiste, génial, et une belle histoire de la transition aussi, qui prend en compte les relations de pouvoir, qui va chercher un petit peu les tensions qu'on aurait. Donc là, vous avez l'utopie, vous avez la transition, tout est là, vous allez pouvoir revenir après, en fin d'été, prêt à démanteler le capitalisme. Trop bien. Bah écoute, on mettra les références des livres bien évidemment dans l'épisode. Et puis bah écoute, je te remercie pour cet entretien et puis je te souhaite un bel été. Merci à toi aussi. Merci.